soir, jusqu'à 1h, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour nous parler de vous, de votre vie, avec ses joies et ses peines. Ce soir, vous serez accueillis par Asiba et Quentin au 39 21. Et pour tous vos commentaires, pour toutes vos réflexions, vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un message en commençant d'abord par le mot nuit, puis votre message que vous envoyez au 7 21 21. C'est Michael Sanchez qui réalise cette émission et on va accueillir tout de suite Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci, et vous? Non. Non, écoutez. Si je vous appelle, c'est que ça va pas. Ça va pas. Alors, que vous arrive-t-il? Des problèmes de cœur. Bon. Et plus précisément? Ben, je suis avec une femme depuis environ 7 mois maintenant. Oui. Tout se passait bien. Mais il y a quelques problèmes du passé qui ont fait surface. Oui. Sous quelle forme? Ben voilà, des relations que j'ai eues avant. Une femme qui était infirmière, que on a eu des relations pendant 4-5 mois, voilà. Et puis un jour, j'ai envoyé un texto. Oui. Alors que j'étais avec cette femme. Je vais pas dire son vrai prénom, je l'appellerai Joss. Elle est moins connue sur ce nom. Oui. Parce que son prénom est trop connu. Après, il est trop connu, et il se reconnaît assez facilement, parce qu'il n'est pas courant. Voilà. Et et puis avec un jour, j'ai envoyé un texto à cette femme, et il a atterri sur le portable de la femme avec qui j'étais actuellement. Ah, vous avez fait une fausse manip. Voilà, exactement. Alors ça, c'est terrible, ça arrive, oui. Comment, je vous écoute? Mais c'est terrible, oui, ça arrive parfois, comme si notre inconscient nous jouait des tours et on n'envoie pas le message à la bonne personne, ou presque, c'est presque une forme d'acte manqué. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, le problème qui se passe, c'est que Qu'est-ce que vous lui disiez dans ce message? Enfin, c'était. Je disais que je l'aimais toujours, j'envoyais des baisers mouillés, voilà. Alors que je savais très bien qu'il n'y aurait jamais plus de relation avec cette femme parce que je la voyais plus. Elle m'envoyait plus de textos, elle m'appelle plus depuis plusieurs mois. Elle ne quitterait jamais son ex. C'est elle qui avait mis un terme à votre histoire. Voilà. Comment? J'ai pas trop bien compris. C'est elle qui avait arrêté la relation. En quelque sorte, oui. Ouais, parce que disons qu'elle m'avait dit, moi j'ai dit, on s'était fixé un but en fait à Noël cette année, qu'elle quitterait son ex et tout, c'était d'accord. Et puis un jour j'ai reposé la question, elle m'a dit je sais pas. Alors moi je lui ai dit carrément, c'est pas la peine de continuer, on arrête. Non, tu ne quitteras jamais, c'est pas la peine. Oui. Voilà. Alors donc j'ai voulu arrêter, voilà. Bon, ce que vous avez fait, et c'est là où vous avez rencontré votre compagne actuelle. Voilà, tout à fait. Ça faisait déjà 2 mois à peu près que j'avais plus de relation avec cette femme, déjà. Quand moi j'ai rencontré celle avec qui j'étais jusqu'à présent. Oui, mais vous pensiez encore à elle. Vous étiez encore assez amoureux d'elle malgré tout. Le problème, c'est que moi je suis un faible. Je vous dis franchement, je suis un faible. Et que dès que j'ai un blues, quelque chose qui va pas, même avec ma copine, je sais pas, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose. Et voilà, il y a moyen de texto, je savais très bien qu'il y avait pas d'espoir parce que ça servait absolument à rien. Mais je l'ai fait, voilà. Pourquoi vous dites que vous êtes un faible? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai un caractère assez faible, vous savez, je suis influençable. Mais vous étiez, je crois, encore surtout amoureux de cette femme. Oui, j'étais de celle que je. Mais de celle. Finalement, c'était pas vraiment un choix de votre part. Vous êtes parti parce que vous vous rendiez compte qu'il n'y avait pas d'avenir avec elle. Oui,
Ça oui, il n'y a pas de problème, oui. Ben Ouais. oui, mais vous êtes parti Voilà. par défaut, parce que elle ne quittait Oui, pas tout à elle fait. ne quittait pas l'homme avec Ouais. qui elle était. Voilà, mais là où je vous dis que je suis imbitable, c'est que avec la femme avec qui je suis, que j'étais jusqu'à présent, elle a un caractère très fort, vous voyez, largement supérieur au mien. Hmm. Et moi, j'ai un caractère beaucoup plus tendre. Le moindre de choses, moi, souvent, ce qu'elle dit, ça me bloque. Je peux plus parler, ou alors je dis des conneries. Voilà. Oui, parce que comment, évidemment, quand elle a reçu ce texto, Bien sûr. qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mal pris, forcément. Ah, c'est certain, c'est normal. Voilà. Oui. Bon. Par la suite, bon, on s'est recollés, on est retournés ensemble, tout ça, bon, ça marchait, tout ça, mais à partir de là, bon, j'ai dit beaucoup de mensonges, alors automatiquement, c'est vrai que bon, ça, il faut en parler. J'ai dit beaucoup de mensonges, parce que les textos, ça s'est renouvelé à deux reprises. Ah oui, ça s'est reproduit, ça. Oui, ça s'est reproduit. Mais c'est-à-dire que vous avez encore, au lieu d'envoyer un texto à cette autre femme, encore à elle? Non, je ne me suis pas trompé. J'ai bien envoyé à elle, seulement on n'était plus ensemble à l'époque. À ce moment-là, on n'était plus ensemble, on était restés amis, vous voyez. Oui. On était quand même restés amis parce que c'est une femme que je tiens beaucoup Oui. et je ne veux pas perdre tout au long du monde. Voilà. Mais alors, ben là, elle avait plus rien à vous reprocher dans ces cas-là. Non, bon, je lui ai envoyé, j'ai envoyé le texto, je l'ai fait partir de chez elle. Bon, et elle, moi, je suis sorti dehors pour sortir un petit peu sa chienne, tout ça. Et pendant ce temps, elle a pianoté mon portable et elle a vu que j'avais envoyé un texto. Ah oui, mais ça, c'est pas très clean, hein. Elle a pas fouillé dans votre portable. C'est vrai que c'est pas très clean. Non, c'est pas très clean. Bon, elle m'a dit que elle a détourné. Bon, elle a pas dit spécialement qu'elle avait vérifié, mais puis j'ai compris très bien qu'elle avait fouiné sur mon portable, quoi. Bah, oui, de toute façon, forcément. Sinon, elle ne pouvait pas savoir que vous aviez envoyé un texto à cette femme. Voilà, exactement. Et puis, à ce moment-là, vous me dites que vous n'aviez plus de relation. Vous n'étiez plus ensemble, en tout cas. On était amis. Bon, alors, en tant qu'ami, vous avez le droit, après tout, de faire des avances, des déclarations amoureuses à une autre femme. Hein. Exactement. Alors, mais à partir de là et tout, bon, tout ce que je dis maintenant, parce que par la suite, on est retournés ensemble, on est resté pas mal de temps ensemble, bon, ça marchait tout ça, ça marchait bien. Seulement, comme moi j'ai dit un peu des mensonges et tout, même que je dis la vérité maintenant, à vous, Caroline, vous êtes la dernière personne à qui je mentirai. Sinon, ça ne servira absolument à rien que je vous appelle. Hein, c'est exact. Je pense que c'est la logique. Bon, hein. Bah, vous n'avez pas de raison de le faire, hein, a priori. Je ne vois pas pourquoi. Sinon, il n'y a pas d'enjeu particulier par rapport à moi. Hein. Sinon, ça ne servira à rien que je vous appelle à vous. Vous demandez des conseils. Voilà. Mais elle dit toujours, n'importe quoi que je dis, elle dit toujours que je mens. Ce soir, j'ai engagé une discussion, tout allait bien et tout, mais on a rupturé ce soir, c'est fini. Disons, même en tant qu'ami, je l'ai perdu et tout. Voilà. Ce soir, pour des conneries. Pour des conneries. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Le moindre de choses que je disais, elle a commencé à engager une petite conversation. De toute façon, je sais que tu mens. N'importe quoi que je dis, je mens. Voilà, mais plus elle va vous dire ça, de toute façon, plus elle va vous pousser à mentir, au fond. Voilà, exactement. Voilà. Alors, je sais plus comment faire. Hein. Voilà, Parce que même s'il y a eu ce précédent où il y a eu ce texto qui ne lui était pas adressé et bon qu'elle a reçu, où c'est vraiment un acte manqué, c'est-à-dire au fond une façon d'être pris comme si c'est comme si au fond c'est notre inconscient nous joue des tours, hein, parce qu'il y a une forme de culpabilité. On n'est pas très à l'aise avec soi-même. Et au fond, on se trompe. Alors certains plus cartésiens diraient oui, mais dans le répertoire, elles sont peut-être classées l'une derrière l'autre et hop, on se trompe de touche. Oui, ça peut être comme ça. Mais parfois, il peut y avoir une façon d'être comme on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise avec soi-même, on est dans la culpabilité et on fait en sorte d'être pris.
Oui. Bon, alors elle reçoit ce texto. Vous lui avez dit oui, au fond, ça faisait 2 mois simplement que vous étiez avec elle. Vous sortiez d'une histoire d'amour et vous aviez encore des sentiments pour l'autre femme. Ce qui, après tout, bien sûr que c'était pas agréable pour elle. Et ça pouvait évidemment que c'était normal sa réaction, mais en même temps, c'est aussi humain. Ce que vous ressentiez, parce que au fond, c'est même plutôt rassurant de voir. Je sais pas combien de temps vous étiez resté dans cette relation précédente, Jean-Pierre, avec l'autre femme. 6 mois à peu près. 6 mois. Oui. Bon, mais enfin. 6 mois, mais parfois on peut s'attacher, même 6 mois, on peut investir assez rapidement une relation. Et puis 6 mois, c'est le temps de laisser. On est en pleine passion dans ces 6 mois-là. Donc, au fond, vous étiez en pleine passion amoureuse et encore, vous aviez du mal à vous détacher de cette femme. Bon. Alors après, elle avait le choix de dire je poursuis pas la relation et au fond vous avez maintenu un lien amical. Alors c'est là où elle était pas très claire non plus de son côté et très ambivalente parce que elle disait qu'elle maintenait une relation amicale avec vous, mais au fond elle avait certainement encore des sentiments amoureux pour vous, sinon elle aurait pas été fouillée dans votre portable parce que on ne fouille pas dans le portable d'un ami. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Et moi, j'ai toujours respecté son intimité. J'ai jamais fouillé dans son portable, moi. Donc, je peux le dire, j'ai jamais fouillé dans son portable. En général, dans le portable d'un ami, à moins si on pense que cet ami nous a trahis pour mais à ce moment-là, même la relation d'amitié est en train de battre de l'aile. Mais là, au fond, il y a quelque chose qui est faussé. C'est-à-dire, vous pensez. Alors je ne sais pas vous en êtes dans vos sentiments par rapport à cette femme, Jean-Pierre, mais je crois que de son côté, elle dit on reste. À cette femme actuellement, vous voulez dire ? Oui, qu'est-ce que vous ressentez vous par rapport à elle ? Je ne vois que par elle, moi. Je l'aime, je l'adore. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle me croie. Mais pourquoi c'est si important ? Parce que Jean-Pierre, j'ai l'impression que vous avez déplacé votre passion amoureuse pour l'autre femme à cette femme-là maintenant. Vous enchaînez là la passion. Au début peut-être, c'est possible, mais pas maintenant. Mais maintenant, je suis vraiment, vous savez. Oui, mais maintenant, au fond, qu'elle vous rejette un peu, qu'elle vous dit c'est pas possible avec toi, tu n'es qu'un menteur, et eh bien c'est maintenant que vous accrochez, que vous voulez tout faire pour lui dire mais non, c'est toi que j'aime. Donc vous mettez, Jean-Pierre, il y a un moment que je m'accroche à elle. Oui, mais vous mettez à chaque fois dans des situations au fond assez infernales. La première fois, c'était avec une femme qui avait un autre homme dans sa vie, et puis là où cette femme, elle était disponible, eh bien, vous étiez encore accro à cette autre femme. Et maintenant que cette femme vous rejette en disant non, c'est pas possible, on pourra rien faire ensemble parce que t'es qu'un menteur, vous êtes en train de vouloir lui prouver le contraire. Mais ça va être peine perdue puisque il n'y a pas de... si vous voulez, c'est terrible. Vous partez sur de mauvaises bases parce que au fond... Si elle va vous, je veux dire, elle est dans une démarche de culpabilisation. Alors vous, on voit bien là, vous ne savez pas quoi faire pour vous racheter, mais vous rachetez de quoi au juste ? Enfin, je veux dire, la transparence à tout prix, même si au départ, oui, il y a eu ce problème de texto envoyé, on va pas y revenir, on a compris. Mais l'idée de on ne doit pas se mentir. Tout doit être transparent entre nous. On est très proche de la tyrannie dans le couple dans ces cas-là. Et de toute façon, dans la vie en général, sur le côté, parce que même dans un couple souvent qui fonctionne, chacun a droit à son jardin secret. Oui, bien sûr. Et c'est souvent comme ça qu'on peut aussi respirer. Et parfois, je vais même plus loin. Il y a des petits mensonges qui sont faits pour préserver le couple. Ou, je vais prendre des exemples. Il y a des femmes qui, par exemple, gagnent suffisamment leur vie, mais qui, par exemple, vont s'acheter des vêtements.
Et ils ne vont pas forcément des vêtements un peu onéreux, et ils ne vont pas forcément le dire à leur compagnon. Ah oui. Parce que elles ont peur de reproches, de choses comme ça qui n'arriveraient peut-être pas, ou alors elles vont les sortir, elles vont dire bah non, cette robe je l'avais déjà depuis longtemps, mais je l'avais pas mis jusqu'à présent. Il y a des hommes qui vont dire ah ben j'ai quelque chose de prévu, j'ai une réunion, alors qu'en fait ils ont une soirée avec des copains. Mais tout simplement parce que ils pourraient le dire sans que ça déclenche les foudres de leur compagne. Mais ça leur donne un sentiment de liberté. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'il y a encore une femme là-dessous. Comment ? Il y a encore une femme là-dessous. Comment il y a comme une femme ? Il y a encore une femme là-dessous. Comment, encore une autre que vous allez me sortir de votre chapeau ? Une ex aussi. Ouais, que c'est fini aussi depuis longtemps. Que bon, on n'était même pas restés amis et tout, que j'ai vu juste pour traiter 2 affaires, c'est tout. C'est quoi ces affaires, hein ? Oui, parce que avec vous, là, Jean-Pierre, je commence à me... J'ai mené un truc qui lui appartenait, et il fallait que je récupère quelque chose à moi, tout ça. Bon. La femme avec qui je suis actuellement, bon, je l'ai su, je lui ai dit tout ça, et bon. Et puis elle pense que je couche avec, que je la revois, que je couche encore avec et tout, enfin. Mais voilà. encore une autre. Oui, une autre que ça fait. Non, mais alors attendez, moi je. C'est fini, quoi. Voilà. Alors bon. Oui, mais alors bon, déjà, est-ce que aujourd'hui vous en êtes où ? Parce que moi j'ai rien compris. Est-ce que vous êtes dans une relation amicale ou amoureuse ? Aujourd'hui, moi, je suis dans une relation amoureuse avec la femme actuelle. Et elle est d'accord pour cela, si ce n'est qu'elle est jalouse. Pour elle me considère comme un ami. Non, mais attendez, si elle vous considère comme un ami, elle devrait pas être jalouse de vos ex. Donc vous voyez bien qu'elle vous considère pas que comme un ami. Logiquement non. Ben voilà. Mais quand on discute sur ça, elle commence à s'emballer et elle me renvoie tout le passé. Oui, mais alors moi je vais vous dire, hein, Jean-Pierre. Oui, mais je sais pas, quel âge avez-vous ? Excusez-moi, mais je me pose la question si elle n'est pas jalouse et si elle ne se conduit pas comme une femme amoureuse. Je sais pas. Bah, c'est-à-dire que évidemment, oui. Évidemment, si elle est jalouse de vos ex, oui. Alors en même temps, il y a une ambiguïté certainement dans votre comportement, vous le dites aussi, puisque vous vous enflammez beaucoup dans vos relations, y compris avec elle, hein, d'ailleurs. Hein. Au fond, vous êtes amoureux, là, tout d'un coup, il n'y a plus qu'elle. Bon, vous avez du mal à clore vos relations ? À clore, c'est-à-dire ? À les terminer ? À terminer une relation ? Oui. Quand je suis beaucoup attaché, oui. Comme ce soir, ça s'est terminé pratiquement. J'en ai eu peur. Et je suis malade. Oui, mais vous vous rendez malade, mais au fond, ça va, tout va très vite. Oui. Vous vous emballez très vite. Oui, c'est vrai que je m'emballe très vite. C'est vrai. Vous vous emballez, c'est ça part très vite, ça retombe très vite, c'est-à-dire que vous avez besoin à tout prix d'être amoureux. Mais est-ce que ça dure ? Je ne sais pas si au fond ça dure. Elle est impeccable ce soir. Je lui ai offert le coiffeur, on a passé la soirée ensemble, on a mangé chez elle, tout s'est bien passé et tout. Et puis, de parole, j'ai dit, apparemment, ça ne s'arrangera jamais et tout. Elle a commencé à me parler du passé, ceci, cela, ouais, mais je pourrais jamais plus te croire et tout, ça sera comme ça, voilà, ça fait ça toutes tes ex et tout, je suis sûr que tu couches encore avec et tout, après, voilà, et elle est persuadée de ça, quoi. Voilà. Et voilà, alors je sais plus quoi faire, je sais plus. Je sais même plus comment faire pour pouvoir arriver à qu'elle ait confiance en moi. Apparemment, elle n'aura jamais plus confiance, quoi.
Mais de toute façon, si elle jalouse votre passé, c'est sûr que ça va être très compliqué, hein, parce que vous avez eu un passé, vous avez eu des femmes dans votre vie, comme elle a eu des hommes dans sa vie avant vous. Maintenant, ce que vous pouvez lui expliquer, c'est que il y a eu ce texto, c'était au tout début de votre rencontre, qu'à ce moment-là, vous étiez au sortir vous étiez encore dans la période de rupture et que à ce moment-là vous aviez du mal à vous remettre de cette rupture, qu'entre-temps vous avez appris à la connaître et à l'apprécier et que votre sentiment amoureux à son contact s'est développé. Si elle peut pas entendre ça, Jean-Pierre, écoutez, je crois que il vous restera plus qu'à passer votre chemin, hein. Ou sinon, vous allez rester dans le conflit, comme dit Tom, avec peut-être une grande satisfaction à être dans le conflit l'un et l'autre, parce que c'est vrai que il y a un peu une forme de, comme dit le subversif, une pagnolade là. Hein. C'est vrai que c'est un peu là, il y a quelque chose entre elles qui est la femme jalouse et au fond. Ça lui plaît quelque part d'être avec un homme qui, comme ça, parle de ses ex et elle cherche à vous séduire, vous. Elle veut pas habiter avec un homme, ça c'est sûr. Hein. Comment? Elle veut pas se mettre à habiter ou cohabiter. Elle m'a dit, moi, je veux mon indépendance et elle veut être indépendante. Moi, ses amis. Bon, eh bien, écoutez. Moi, je la présenterai à tous mes amis, mais elle ne présentera jamais ses amis à elle. Et elle ne côtoie pratiquement que des hommes. Bon. Parce qu'elle dit que je suis jaloux et tout, que je ne supporterai pas. Écoutez, deux jaloux ensemble, vous vous préparez de beaux jours, hein. Ça va être ça va être un couple, ça va être une histoire très très conflictuelle, très passionnelle, mais apparemment l'un et l'autre vous semblez aimer ça. Donc vous vous êtes trouvés, hein. Eh oui. Vous vous êtes trouvés. Pour eux, c'est qu'on n'a pas le même caractère, et on a un caractère très fort. Et voilà. Je dirais pas ça. Non? Non. Pour moi, c'est pas, cette femme ne fait pas preuve de force. Oui, il y a plus de ça, quelque chose de très extraverti et tout, mais je n'assimilerai pas ça à une force. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire, comme dit quelqu'un par SMS, c'est ne plus parler de vos ex, je crois, et puis dire que, et puis simplement pour conclure, Jean-Pierre, écoutez-moi, pour conclure, vous lui dites, écoutez, si tu veux éventuellement que l'on fasse quelque chose ensemble, arrête de mettre sans arrêt mes ex entre toi et moi. Parce qu'effectivement, vous ne serez jamais deux, mais vous serez 3, 4, 5, 6, enfin je ne sais pas, si elle met les siens entre vous, voyez, vous allez être très nombreux, parce que vous avez dépassé la cinquantaine tous les deux, donc il y a une vie derrière, une vie amoureuse bien remplie, donc ça va être infernal, hein, quand on commence à se mettre à être jaloux du passé de l'autre. Donc, bon. Voilà. Donc arrêtez de faire monter la mayonnaise aussi, je pense. D'un côté comme de l'autre. On était dans un restaurant avec son fils et sa copine, on mangeait tranquille. Il y a une amie qui était aussi à côté avec une amie à elle pour manger et tout. Et moi, c'est une amie, j'ai dit bonjour, j'ai la bise, c'est normal. Oui. Hein, c'est normal. Et puis que tata me dit, qu'est-ce que cette fille ça a l'air d'une pute. Eh ben. Comme ça, elle me sort. C'est charmant pour cette dame, oui. Après, elle m'a dit, tu l'as sauté? Oui, et puis en plus, elle a un vocabulaire très délicat, oui. Oui, elle a une haute estime des femmes et de la gente féminine. Alors, je sais pas, mais excusez-moi, mais... Oui, mais enfin, je ne sais pas si vous mais voyez, il y a beaucoup de provocations dans ces propos, auxquels finalement, d'autres hommes, prendraient leurs jambes à leur cou et diraient, ces manifestations un peu hystériques, parce qu'il y a quand même un peu d'hystérie derrière tout ça,
Mais vous, ça vous plaît aussi. Il y a quelque chose qui vous attire chez cette femme. Bon, alors que vous vous préparez un avenir, bonjour, hein, franchement, c'est Lily la tigresse, là, hein. Mais enfin, bon. Moi, je m'attache vite. Mais écoutez, oui, mais choisissez à qui vous vous attachez. Hein. Alors à propos des textos mais vous vous attachez, en revanche, vous vous détachez pas vite, c'est ce que dit First Lisa, qui dit de façon très judicieuse. Attendez, il faut que je retrouve son petit SMS. Elle dit, on dirait que Jean-Pierre laisse toutes ses relations ouvertes. C'est ça la difficulté de les terminer peut-être. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal, comme ça les ex restent dans leur vie, mais bon, ça peut rester, les ex peuvent rester dans nos vies, mais une fois, oui, mais attendez, c'est terminé, il n'y a pas d'ambiguïté, et puis il y en a qui laissent planer une ambiguïté, et qui peuvent aussi faire en sorte que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne éprouve, et de façon, je dirais, la légitime de la jalousie, parce qu'il laisse planer justement cette ambiguïté. Hein, donc il y a de la jalousie parfois qui est pathologique et il y a de la jalousie qui peut être vraiment déclenchée par le partenaire. Et pour conclure à propos des textos, il y a Gladiatorus qui dit « Oui, les textos peuvent être très dangereux. J'ai moi-même envoyé une déclaration à ma mère. Heureusement, elle a ri. » Bon, heureusement c'était une déclaration d'amour. Heureusement qu'elle était soft, hein, apparemment. Sinon la maman aurait pu être choquée. Bon. Y a Tony qui dit « Oh là 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 là, Jean-Pierre, c'est le méli-mélo dans vos relations. Simplifiez, choisissez-en une, c'est déjà pas mal. Ne compliquez pas trop les choses. » Oui, j'ai choisi, mais je savais, voilà, j'ai un peu tout mélangé, et je pensais un petit peu à me pourrir. Et pour ça... En tout cas, vous vous ennuyez pas, hein, dans votre vie. Oh, mais, vous savez... j'aimerais que ça s'arrange avec elle parce que je tiens vraiment à elle. C'est vrai, sincèrement. Cette fois, c'est sincère. Bon, bah écoutez, vous pourrez nous rappeler pour nous dire un peu comment ça évolue, si vous le souhaitez. On aura le plaisir d'entendre votre accent. C'est de quelle région? Moi, mais je vous ai appelé plusieurs fois déjà. C'est de quelle région, Jean-Pierre? Je suis de Gardanne. De Gardanne, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Voilà, ça c'est pour Sa Majesté Georges qui me dit les gars du Sud-Ouest, il me dit c'est pas votre hockeyeur qui vous appelle. Non, je reconnaissais pas l'accent du Sud-Ouest. C'était pas l'accent marseillais? Je sais pas le faire, l'accent marseillais. Non, parce que ça serait trop caricatural si je le faisais. Non, moi c'est plus le Sud-Ouest. Il paraît que moi j'ai l'accent vraiment très fort. Il paraît, Jean-Pierre. Oui, je confirme. Bon, ouais, alors ça va. Il n'y a pas de problème. Allez, bonne chance dans votre relation, Jean-Pierre. Merci, je vous rappellerai pour vous tenir au courant. Avec plaisir. Au revoir. À vous, je raconte pas le mensonge et que cette femme qui me réellement et j'espère bien la reconquérir. Mais écoutez, je vous le souhaite. Je sais pas si c'est bien pour vous, mais écoutez, puisque vous le souhaitez, vous y tenez, vous semblez y tenir. J'attendrai qu'elle m'appelle elle-même. Ouais. C'est peut-être plus sage. Ça va être dur. Parce que, c'est peut-être plus sage. J'ai appelé au moins 10 fois par jour. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça, oui, non. Pas 10 fois par jour, non, j'exagère un peu. Mais oui, mais vous êtes de Marseille. Voilà, c'est la sardine qui a bouché le port. 2 fois dans la journée. Oui. Et j'ai envoyé quelques petits textos, mais gentils. Je t'aime, mon amour, c'est ça, voilà. Baiser mouillé, tout ça. Eh oui. Non, je sais même pas baiser. Allez, on va rester là, on va pas refaire, non, parce que ça ne nous regarde pas, hein, Jean-Pierre. Allez, à bientôt. On peut plus les arrêter, ces gars de Marseille. Hein. Au revoir, Jean-Pierre. Caroline Dublanche sur Europe 1. Monsieur Eddy Mitchell, l'esprit grande prairie. Elle est pour Lily qui me dit merci pour cette superbe chanson que j'adore, pour Sa Majesté Georges aussi. Elle est de la part de Sergio qui me dit comment Sa Majesté Mégalo Cabot, qui ne connaît même pas les accents, mais un petit souci avec les Marseillais, hein, genre, je vais pas vous dire ce qu'il dit, parce que pas me fâcher avec les Marseillais, moi, je les aime beaucoup. Et puis Osiris me dit à propos de Jean-Pierre, il me dit, vous savez, le papillon n'y peut rien si le nectar des fleurs est si délectable. Le subversif dit, mais le Casanova postmoderne possède en revers de son veston de coureur autant de portables que
que de maîtresses, avec chacun leur répertoire exclusif. Tiens donc, on sait de quoi on parle ou quoi ? C'est vrai que... En général, ceux-là ne se font pas prendre. Oui, petit bras, Jean-Pierre. Eh oui, il s'est fait prendre comme ça. Eh oui, Jean-Pierre. Alors, quand on a autant comme ça mais il a pas des maîtresses. Il a des grandes passions, des amours qui se suivent. Et c'est pour ça. C'est pas. Il butine pas comme ça à tort et à travers. Non, il a des passions qui se suivent. Alors que ceux qui cultivent l'infidélité sont effectivement très organisés. Je vous l'accorde. Ah, puis un petit courriel qui me dit merci de bien vouloir être mon messager à l'antenne et féliciter de ma part la personne qui programme toutes les plages musicales de votre émission. Toutes sont très bien choisies, orchestrées et à propos. Encore bravo à cette personne. Et c'est signé la maman du petit Bertrand. Non, je plaisante, parce que c'est Bertrand Rutilly, et oui, qui est le programmateur musical d'Europe 1. Non, c'est Élodie qui habite Lille et qui nous envoie ce courriel et qui voulait, elle est enchantée de la programmation musicale, donc elle voulait féliciter Bertrand Rutilly. Oui, moi je voudrais un petit peu plus de Zazie, voilà, et comme ça serait parfait. On va accueillir tout de suite Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter pour votre émission que j'écoute maintenant depuis un grand nombre d'années. Mais je vous remercie. Donc, et ce soir, j'avais envie d'avoir votre avis sur une situation qui me pose énormément de problèmes. Je vous raconte un petit peu mon parcours. Oui. J'ai rencontré mon mari, j'étais très jeune, j'avais 16 ans. On a fait un sacré bout de chemin ensemble jusqu'à mes 33 ans où il est décédé d'un cancer. Je me suis retrouvée donc seule avec un enfant à élever. Et pendant tout ce temps, on a grandi presque ensemble finalement. Et ça a été vraiment, c'était l'homme de ma vie. C'est le père de mon enfant. Son décès m'a anéanti évidemment parce qu'en plus c'était un homme en pleine forme, foudroyé assez vite par un cancer. Enfin, pour moi la vie s'est arrêtée. C'était pas du tout ce qu'on avait programmé dans notre vie. Bon. C'est arrivé, j'ai mis plus d'une dizaine d'années, je vais dire, à survivre, parce qu'il fallait bien vivre et puis élever notre fils qu'on avait tant désiré, sans avoir l'intention de refaire ma vie. Ce n'était pas du tout une priorité. Ma priorité était d'élever notre enfant du mieux possible. Et quand il s'est trouvé à un moment que j'ai, sans vraiment chercher, rencontré quelqu'un, par hasard, un homme qui m'a plu énormément. On va dire que c'était passionnel au départ, et puis très vite, ce que je recherchais, c'était, je m'en suis rendu compte très vite, ce que je cherchais vraiment honnêtement dans cet homme, c'était les sensations que j'avais, qui me manquaient, les sensations que j'avais avec mon mari. Et évidemment que c'était passionnel aussi. Presque perdu d'avance. C'était passionnel avec votre mari aussi. Comment ? C'était passionnel avec votre mari. Ah oui. C'était l'homme de ma vie, quoi. Oui, mais c'est différent parce que vous m'avez dit avec cet homme. Attendez, est-ce que vous m'entendez ? On s'est rencontrés très J'ai l'impression que vous m'entendez pas. Voilà, on a vécu quand même beaucoup de temps, beaucoup de choses ensemble. On s'est mariés, donc on a eu notre fils. Enfin, c'était le bonheur complet. Enfin, j'étais comblée, mais vraiment sur tous les plans. Il était attentif, il était sérieux, travailleur, aimant, un bon père. Enfin, tout quoi, tout ce qu'une femme pouvait avoir, je l'ai eu.
Non, mais je vous posais la question parce que, comme vous me disiez que cet homme rencontré par hasard, ça avait été passionnel, et qu'après vous me dites que vous cherchiez le même type de sensation qu'avec votre mari, ça aurait pu ne pas être, vous pouvez être l'homme de votre vie, comme vous me dites, sans que ce soit forcément passionnel. Oui. Mais ça l'a été, passionnel. Ça a été un coup de foudre pour cet homme, alors que moi, dans ma tête, c'était clair, j'avais à l'époque dans la tête, depuis des années, de jamais ne refaire ma vie. Parce que je m'étais mise dans la tête, j'ai énormément souffert évidemment au décès de mon mari, et je me refusais une nouvelle histoire d'amour, de peur de devoir revivre une perte. J'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps. Je disais, si je me mets avec quelqu'un, je veux pas prendre le risque de tomber amoureuse et de revivre la même souffrance. Oui, je comprends, hein. Et puis cet homme est apparu comme ça par hasard dans ma vie. Et voilà, ça s'est très très bien passé. Mais au fur et à mesure de la relation, je pensais sans arrêt à mon mari. Il y avait pas, c'était plus fort que moi. C'était incontrôlable. C'était comme ça. Donc, on va dire, au bout de 6 mois, pour moi, ça devenait insupportable. Parce que cette personne, tout en essayant d'être bien avec moi, ne m'apportait évidemment pas, moi, ce que je recherchais. Et c'était impossible de Mais elle ne façon, pouvait pas, oui, vous le dites vous-même, elle ne pouvait pas puisque vous recherchiez votre mari. Voilà. Donc il y a eu rupture. J'ai mis beaucoup de mal à m'en remettre. Et cet été, j'ai rencontré quelqu'un. Alors avec beaucoup moins d'angoisse, beaucoup plus de laisser aller. Je me suis dit, là, cette fois-ci, il faut que je fasse bien la part des choses. J'ai fait une erreur une fois. J'ai fait une erreur une fois. Il ne faut pas que je recommence, quoi. Il faut que vraiment que je prenne cette personne avec sa personnalité, avec son fonctionnement, et que j'oublie moi. Voilà. Et j'ai refait la même chose. Il s'est repassé, malgré moi, encore la même chose. Donc, et là, j'ai rompu samedi, parce que ça devenait intolérable pour moi. C'est-à-dire que vous recherchiez en cet homme les qualités que vous retrouviez, enfin, vous cherchiez un peu le type de relation que vous aviez avec votre mari. Voilà. Une deuxième fois. Alors, je sais pas si. Et vous ne savez pas, au fond, Patricia, ce que serait devenue votre relation? Pardon, je vous entends très mal. Mais j'ai l'impression que vous m'entendez mal, oui. On a mis pourtant le retour son à fond dans votre téléphone. Oui. C'est peut-être votre téléphone qui a un problème. Vous ne savez pas ce que serait devenue votre relation avec votre mari. Ce qui est terrible quand on perd dans un conjoint comme ça jeune, vous l'avez dit, c'est que il y a une injustice terrible déjà quand la mort vient frapper quelqu'un en pleine force de l'âge. Et bien évidemment, il y a la perte de l'être aimé et de tout ce qui va autour, de tous les projets de vie autour. Voilà. Et donc, il y a Louison là qui envoie un petit message qui dit après, il y a souvent une idéalisation des disparus aussi, parce que au fond, vous dites cet homme, c'était l'homme de ma vie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là,
votre mari avait 33 ans, donc vous aviez à peu près le même âge, quoi, c'est ça? Donc votre vie, c'était, vous la conceviez avec lui, vous étiez en pleine perspective d'avenir, et tout d'un coup, il y a cette brutalité de la mort qui fait éruption et tout s'arrête, au fond. Hein. Il n'y avait que ce fils que tant désiré, ou finalement, qui était là, fruit de votre amour, et que vous élevez et vous vous consacrez entièrement à lui. Mais c'est vrai que tout du coup est figé. Et quand je dis vous ne savez pas ce que serait devenue votre relation. Peut-être qu'effectivement vous seriez toujours ensemble aujourd'hui, et toujours un couple très 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 aimant, très très aimé l'un de l'autre. Peut-être que la vie vous aurait séparés, peut-être, vous voyez. Alors que là vous restez fixé à ce temps où tout allait bien. Oui. Et vous recherchez... Je suis fixée aussi volontairement parce que quand mon mari est décédé, notre fils avait 5 ans. Donc j'ai toujours voulu élever mon enfant en lui parlant, je ne vais pas dire au quotidien, c'est pas au quotidien, mais j'ai voulu élever cet enfant en lui... Mon mari a toujours été présent, si vous voulez. Avec nous. Mon enfant a grandi, je l'ai fait grandir en lui parlant régulièrement de son papa. Alors, c'était pas obsessionnel, c'était pas non plus récurrent, mais à certains moments, à certaines étapes de l'adolescence ou certaines questions, j'ai toujours parlé de son papa. Donc, son papa a toujours fait partie de notre vie. Même si il est décédé, il n'est plus avec nous, il a toujours fait partie et il continuera. Et ça, c'est quelque chose que je tiens. Je veux pas lâcher, quoi. Vous avez tout dit, Patricia. Vous avez tout dit à l'instant. Vous ne voulez pas lâcher. Non, je veux pas lâcher. Mais oui, mais vous venez de tout dire. Oui. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher, au juste? Je veux pas le lâcher lui, quoi. Je veux pas... Lâcher qui? Enfin, ma vie, c'est... Non. C'est lui. C'est qui? Tout ce que j'ai fait... C'était difficile, d'élever un enfant seul. Tout ce vous que voulez j'ai fait... Qui, lui? C'était... pour lui, parce qu'on avait eu beaucoup de difficultés mais à l'avoir. Qui lui? Pardon, garçons. Patricia, quand vous me dites que vous voulez pas le lâcher lui, c'est qui lui? Mon mari. C'est-à-dire qu'il fait mais toujours... votre mari, il n'est plus dans cette vie. Mais il n'est plus en vie, lui. Je sais, mais... Vous êtes en vie et votre fils c'est aussi. C'est pas parce qu'il est absent physiquement voilà, enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai perdu d'autres membres de ma famille et je fonctionne pareil avec d'autres membres décédés. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est décédé fera tout... Bon, ma mère est décédée, elle fait toujours partie de ma vie. Non mais attendez, il y a deux choses. Oui. Bien sûr que les personnes que l'on a aimées, quand ils sont morts, nous les gardons en nous, par les souvenirs, par ce qu'ils nous ont transmis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'eux qui reste vivant en nous. Oui. Ce n'est pas la même chose de dire je ne veux pas le lâcher. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à quoi vous accrochez, oui, qui vous retient, qui vous empêche, vous d'avancer, je dirais qui vous entrave dans votre vie. Alors c'est une chose de parler à votre fils de son père, et ça c'est une très bonne chose, de parler à votre fils de son père, d'avoir fait exister
son père à des moments clés, ou quand il posait des questions, ou de dire effectivement, de lui avoir dire que même si ce père était décédé, d'avoir évoqué des souvenirs heureux et d'avoir parlé, de dire que à quel point vous l'avez désiré, son père et lui, et bon. Mais c'en est une autre aujourd'hui, vous en tant que femme, de vous accrocher, pardonnez-moi, à un mari décédé. Oui, je sais. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour ça que je me permettais de vous appeler ce soir pour avoir un avis. Parce que quand vous dites, au fond, derrière, il y a aussi une peur que vous avez clairement évoquée, qui est cette peur. Et au fond, dans ce « je m'accroche », il y a aussi la peur de devoir revivre une perte. Oui. Or, c'est vrai que il y a... Je comprends cela. C'est un traumatisme terrible de perdre son conjoint comme ça, si précocement et de façon si brutale, et de se retrouver à élever seul un enfant. Mais il y a dans toute histoire d'amour, il y a ce risque de perdre à un moment, de perdre l'autre. Et c'est ça aussi la vie. C'est la vie est faite de pertes et de disparitions. Et si on refuse cette idée de la perte, si on s'accroche trop comme ça, quelque part, c'est aussi ne pas être tout à fait complètement dans la vie. Il y a une partie de nous qui est un peu figée, qui est un peu fixée. Oui. Figée, voyez, il y a quelque chose qui, voilà, et c'est passé à côté de quelque chose, peut-être de ces hommes ou d'autres, enfin, parce qu'il y a des présences comme ça, les morts doivent rester aussi à leur place. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie. Ben oui. Parce que ils ont leur place. Cet homme a fait partie de vous, d'une partie de votre histoire, mais il n'est plus là aujourd'hui. Et donc on ne peut pas cohabiter avec les morts en permanence. Sinon on y laisse beaucoup de soi-même. Ben je sais, c'est ce que je suis en train de vivre. On peut pas être, voyez, tant qu'on est dans la vie, on peut pas être dans la cohabitation comme ça avec les morts. Ça va pas ensemble. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression, là, quand j'ai recommencé cette histoire, cette deuxième histoire, je me disais, bon, il faut que je laisse la place, il faut qu'il laisse la place, faut que je le lâche et j'ai pas envie de le lâcher. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Il y a quelque chose comme si il y a une difficulté, comme si c'était presque vous l'abandonniez. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, de la trahison, de vous autoriser aussi à aimer à nouveau. Voilà. Mais un amour ne remplace pas un autre amour. C'est une autre. C'est un autre moment de votre vie. Ça ne s'annule pas. Les amours, les êtres ne sont pas interchangeables, Patricia. Mais comme dit Bernie, si vous voulez, il y a qui dit, vous pouvez pas vous lier tant que vous n'êtes pas déliés. Oui. Alors il y a Cathy qui dit, c'est vrai que vous nous livrez une conception de l'absolu. Elle dit, c'est beau et difficile. Oui, ça montre à quel point l'absolu, ça nous place dans des situations souvent impossibles et assez terribles à vivre. Salomon qui dit au travers de l'autre, c'est votre propre personne, votre être que vous devez chercher et retrouver. Ce n'est en rien une trahison, c'est une continuité. Et puis Louison qui dit forcément c'est difficile pour un homme de trouver sa place dans l'univers de Patricia. Sergio qui dit autorisez-vous une autre chance.
un autre bonheur, ne culpabilisez pas de son absence. Et le subversif qui dit « Élever votre enfant fut la perpétuation du projet d'amour qui finalement ne vous aura pas quitté de tout ce temps. Auriez-vous la crainte de trahir en aimant de nouveau ?» Je crois qu'il y a quelque chose de ça. Il y a ça, il y a Et ça. je crois que ça, il faudrait vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, Patricia, aller parler un peu de tout ça, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est finalement plus envahissant qu'autre chose. Je crois que on peut pas on peut pas être dans la vie et un pied du côté de la vie, un pied avec les morts, voyez. Il faut aussi que les morts restent à leur place. Et vous êtes dans la vie. Et c'est pas trahir votre mari, je vous assure. Mais je sais que ce sont des mots pour le moment qui peuvent prendre du temps peut-être pour résonner en vous. Et je pense que ça vaut la peine pour vous d'en parler. Pour votre fils aussi d'ailleurs. Je vous embrasse, Patricia. Au revoir. Alors, des messages déjà qui arrivent pour vous, Patricia, au 7 21 21. Je vous les lis avant que l'on accueille Geneviève. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, bien sûr, votre mari a marqué votre vie, mais essayez de regarder devant, de faire confiance en la vie. Il y a quelqu'un qui dit, je compatis avec vous. Dabia du Nord qui dit, j'ai perdu mon mari il y a 5 ans. Je ne veux pas refaire ma vie car il est toujours présent et je n'arrive pas à l'oublier. C'est très dur. Tom qui dit, votre mari sera toujours présent dans votre cœur, mais laissez de la place pour un autre. Votre mari voudrait peut-être vous voir heureuse et choisir la vie et l'avenir. Eridan qui dit, coup sur coup, finalement, nous entendons 2 témoignages qui nous parlent de passion. Et j'ai vraiment l'impression que la passion se conjugue à tous les temps, sauf au présent. Cassandre qui dit, peut-être pouvez-vous avancer en vous disant que votre mari aurait voulu vous voir heureuse. Et puis Osiris qui dit, l'avenir est un long passé. Pascal qui nous dit, je vis aussi la même chose que Patricia. Et puis il y a le subversif qui dit, in fine, le deuil en définitive est un choix, choisir de survivre à la perte ou non. Au besoin, élaborer cette ultime phase peut être nécessaire pour être à même de choisir. Finalement, c'est vrai qu'après tout, il n'y a pas là encore, comme chacun est libre de choisir et après tout de décider. On n'est pas obligé de comment dire, de refaire, enfin d'avoir à nouveau un amour dans sa vie. On peut dire, eh bien, c'était l'homme ou la femme de ma vie. Simplement, dans ce que vous nous disiez, c'est que vous avez eu, alors le premier homme, ça s'est présenté par hasard, puis il y a eu cet homme rencontré cet été. Donc il y a quand même chez vous comme malgré tout un désir, quelque chose qui vous auriez pu aussi ne pas laisser quelque chose d'ouvert du tout. Oui, fermé complètement. C'est ce que j'ai fait pendant un grand nombre d'années. Oui, donc il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert. Alors après, bon, comme vous dites, il y a eu il y a votre mari qui était très présent, la comparaison avec lui, ce que vous recherchiez finalement, et donc ces hommes ne pouvaient pas vous apporter cela, évidemment, parce que ils avaient leur, ils étaient eux, et donc c'était impossible. Il n'y a pas une relation qui ressemble à une autre. Donc, un auditeur le disait très bien, vous ne pouvez pas vous lier tant que vous n'êtes pas délié. Mais et puis c'est vrai que par rapport à l'expression l'homme ou la femme de ma vie, finalement, vous êtes jeune encore. Enfin, oui. Je veux dire, et au fond, on le sait, à la fin d'une vie, ça a été, je dirais, c'est ce que je vous disais, ça a été à une partie de votre vie, et comme vous dites, une partie très importante, puisque vous dites, on a grandi ensemble. Oui. Et ça, c'est important, cet homme rencontré à 16 ans, le père de votre fils, il y a eu aussi toute cette maturation ensemble. Enfin voilà, c'était une partie très importante de votre vie. Maintenant, vous êtes à une autre partie, un autre moment de votre vie. Vous voyez, la vie, elle est faite. C'est pas linéaire, une vie.
C'est-à-dire que j'ai souvent eu l'impression pendant toutes ces années, et c'était voulu aussi, j'avais oublié mon côté femme, je n'étais plus qu'une maman, avec toutes les difficultés évidemment que ça comporte quand on veut élever un enfant seul. J'ai été une maman à 100%. Il a fallu pallier au manque du papa, donc il a fallu que je me donne à 100% dans mon rôle de maman. Et j'ai été longtemps une maman. J'ai laissé de côté ce côté femme, quoi. Complètement, bien sûr. Oui. Voilà, je me complaisais dans ce rôle de maman pour vraiment arriver à amener, à la perfection ce petit bout qui nous restait, quoi. C'était lui aussi. C'était beaucoup de projets ensemble. Oui. Pour l'éducation de notre fils. J'ai réussi. Je suis très très fière de lui. Il a fait de bonnes études, très sérieux, voilà. Donc là, j'étais vraiment dans le rôle de maman et je me suis oubliée en tant que femme. Et en même temps, c'était peut-être un cocon protecteur aussi. J'avais pas envie J'étais très bien dans ce rôle-là. Je prenais pas de risques. Et voilà, c'est vrai que on peut dire que ma première rencontre a eu lieu à la fin, des études de mon fils. Où là, mon rôle de maman, vous pouviez lâcher un petit peu. En plus, il a rencontré une petite amie, ils sont partis de la maison, voilà. Mais vous pouviez le lâcher un petit peu, lui. Ah oui, tout à fait. Vous pouviez vous autoriser, au fond, à... il pouvait voler de ses propres ailes. Oui. Là, il n'y a pas... On va accueillir, je vous propose, parce qu'elle patiente depuis un moment, donc je voudrais qu'on l'accueille. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Geneviève. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et merci d'avoir retenu mon appel. Je vous écoute tous les soirs et vous êtes une bouffée d'oxygène pour nous tous. Je ne me réjouis pas des problèmes de tous les auditeurs, mais je m'en imprègne et je suis à la fois, suivant les cas, leur sœur ou leur maman. Vous avez une émission, vous êtes tout à fait à votre place, madame. Oui, Patricia, je suis beaucoup plus âgée que vous, mais l'âge ne compte pas. Ce qui compte, c'est notre cœur et notre esprit. Et j'ai 66 ans. Mais je me reconnais tout à fait, à 100%, dans toutes vos réactions. J'ai perdu un mari après 30 ans de vie commune, avec, il faut quand même le dire, il faut être honnête, toujours quand même des petites égratignures, comme on pourrait dire. Il n'y a pas de trajet dans une vie sans haut et bas sur les questions financières ou l'éducation des enfants. Mais j'avais un mari adorable, jamais un gros mot. Bon, la vie a été que. Et tout ce que vous avez dit, Caroline, ou tout ce que vous avez dit, Patricia, ainsi que les témoignages, tout est tout à fait percutant, tout à fait pertinent, tout à fait... J'ai ressenti tout, j'ai vécu toutes ces choses-là. Et j'avais juré toute ma vie à mon mari que jamais il n'y aurait d'autre homme que lui. Évidemment, il m'a fallu 3 ans pour sortir de mon trou, pour aimer les fleurs, les oiseaux, et donc, après tout, pourquoi pas aimer un autre homme. Mais je n'étais pas prête parce que j'avais l'impression de trahir, et les hommes ne sont pas plus mauvais que les femmes, c'est pas vrai, mais après tout, un homme est un homme, et il pense peut-être plus au sexe, en majorité, qu'une femme, et je n'étais pas prête du tout. Donc je suis allée vers un monsieur qui aurait pu être mon papa, parce que, comme vous le dites, cela m'arrangeait de laisser tomber ce côté de femme sensuelle que j'étais. J'avais été une amante plus qu'une femme tout court. Et puis ce monsieur est décédé après 8 ans et demi de vie commune. Je l'ai soigné jour et nuit. Et j'ai fait ma prison dans le jeu du loto, mon acte de contrition, ma pénitence. Et un mois après que ce monsieur, mais c'était 13 ans après la mort de mon mari, soit décédé,
je me suis sentie enfin libérée de ma promesse, libre d'aimer à nouveau. Et cela ne s'est pas passé du jour au lendemain. Il m'a fallu 2 ans avant de rencontrer un homme qui a d'énormes qualités, des petits défauts aussi comme moi. Mais comme vous, je l'ai comparé. Et j'ai compris que j'allais le perdre parce que bien des fois, ce monsieur qui vit à Paris, nous nous voyons tous les week-ends, pendant les vacances, nous allons à l'étranger et tout. Mais ce monsieur me disait toujours, je ne peux pas être. Et ce que je voulais vous dire, Patricia, aucun être humain, mari ou femme, à partir du moment où ils sont décédés, ne peut être le clone, ne peut ressembler à celui qui vous a tant aimé, que vous avez aimé et qui est perdu. Aucun. Vous-même, vous n'êtes pas la même. Vous êtes comme un papier, votre vie, c'est comme un papier peint, voyez, qui est défraîchi, qui a besoin d'être changé. Vous êtes allé vers d'autres hommes parce que vous éprouviez un besoin de tendresse et un besoin aussi physiologique. Tout cela est tout à fait normal, mais il faut arrêter maintenant que votre garçon, votre enfant, c'est un garçon, c'est ça. Oui. Votre enfant et voilà, a une petite amie. Il faut arrêter de vous punir, parce que nous nous punissons, nous les veuves. Nous nous fouettons, nous nous flagellons, et nous perdons des années, qui sont peut-être notre destin. Mais sachez que la vie est un livre dont les pages se tournent. Et aujourd'hui, moi qui ai 66 ans, j'ai rencontré un homme il y a 3 ans de 54 ans qui ne s'était jamais marié. Eh bien, je peux vous dire que j'ai 25 à 30 ans. Je rajeunis. Ah oui. Tout mon entourage me dit que oui. Mais j'ai arrêté de le comparer à l'autre. On compare toujours celui avec qui on vit ou qu'on a une relation. Dans les mauvais moments, on dit, tiens, mettons, lui m'aurait pas dit ça, ou lui, il savait faire la cuisine. Et l'autre le prend mal, et à ce moment-là, nous nous fermons au bonheur. Nous nous fermons à un avenir, parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour être heureuse, mais ne vous fermez plus au bonheur, changez votre tapisserie d'un point de vue psychologique, allez face à l'avenir, ouvrez les bras grands comme dans des films de Claude Lelouch, ouvrez les bras, recevez le bonheur, mais il faut que vous le vouliez. Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas vécues. C'est la fameuse phrase de Claude Lelouch, oui, c'est ça. Exactement. Oui. Mais tout à l'heure, en écoutant Caroline, il m'est venu l'image, en vous écoutant Patricia, d'une tapisserie défraîchie. Et ce sont les enfants ou de la famille qui viennent retapisser une pièce. On se dit, comment j'ai pu vivre autrement? J'ai complètement changé. Mon voisinage on entend votre enthousiasme. Oui. Moi, j'ai 25 à 30 ans dans ma tête. Mais il m'a fallu le temps pour comprendre que je ne trahissais plus mon mari. Et mes enfants, j'en ai 2, une fille aux États-Unis, un fils à Paris, sont très heureux parce que j'ai complètement changé, pas d'un point de vue fondamental, mais j'ai changé de caractère, d'un point de vue sur la vie. Je suis moins triste et tout. Et alors vous avez dit une chose qui m'a marqué tout à l'heure. Vous avez dit que vous aviez peur de ressouffrir. Mais on ne peut pas construire de bonheur tout bonheur, toute part de bonheur, excusez-moi le mot n'est pas forcément assorti, mais est assujetti, est assorti d'un risque de souci, de malheur. Mais en vous fermant la porte comme ça, vous vous privez de temps de gaieté, de temps de beaux matins, de temps de beau soleil, de temps de sourire, de temps d'amour, de temps de passion. Par peur du malheur, c'est vrai. La passion, il n'y a pas d'âge. L'amour ressenti, complice, il n'y a pas d'âge. Vous en êtes un bel exemple, en fait. Vous en êtes l'incarnation, hein, Geneviève. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patricia, mais ça s'entend. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, vous ne l'auriez jamais imaginé, justement, il y a quelque temps. J'étais sûre qu'il n'y avait que lui. Et il a fallu que je soigne un monsieur plus âgé que moi, auquel j'étais très très attachée, mais qui ne me donnait pas d'amour physique et qui ne me donnait pas de tendresse. Mais nous nous entendions très 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 bien pour comprendre que, ça y est, j'avais
comme je le dis toujours à ma famille ou à mes amis, j'ai vécu mes années de prison dans le jeu du Monopoly, où je me suis flagellée, je me suis punie, j'ai travaillé jour et nuit en me disant tu n'as pas le droit d'être avec un autre homme, tu avais promis. Et comme vous, j'étais si contente d'être qu'une grand-mère, d'être qu'une maman. J'ai des petits-enfants entre 10 et 5 ans. Pour moi, c'était fini le sexe. Mais que l'on est ignorant. J'ai aucune honte de vous dire que je n'ai pas 66 ans, je les ai sur la carte d'identité qui est une erreur administrative. J'ai 25 ans. Les femmes de 60 ans, nous avons heureusement le droit à tout. Et on nous appelle en riant sur certaines revues des cougars, mais qu'importe. Je vis une relation tout à fait équilibrée, épanouie, et tout le monde le voit. Je ne fais pas mon âge, évidemment. Je me maquille, je m'achète des crèmes, je me mets des petites robes et tout, mais jamais je n'aurais imaginé vivre une histoire d'amour très très forte, très profonde. Mais il a fallu aussi que j'arrête de comparer, parce que cet homme a des qualités immenses, mais il ne pouvait pas être mon mari puisque mon mari est décédé, comme vous le vôtre. Et comme vous dites, Geneviève, vous avez dit aussi que vos enfants sont heureux de vous voir aussi heureuse finalement. C'est important pour les enfants de voir les parents au fond heureux dans la vie, délestés d'un chagrin, d'une tristesse. Tout à fait, parce que moi la deuxième histoire là, donc et même le début de la première, c'était à l'époque où mon fils partait de la maison, donc il était très heureux qu'il y ait quelqu'un avec moi. Certainement, ça devait le rassurer. Voilà, il est parti rassuré. Vous laissez seul, Mais c'était moins culpabilisant, vous qui vous étiez consacré, dévoué entièrement à lui. C'est un peu culpabilisant de partir et disant voilà, maman c'est complètement dévouée à moi et je pars, je la laisse seule. Là, il pouvait se dire il y a un homme qui va s'occuper d'elle, être là pour elle. Voilà. Enfin, tu vas pouvoir... il m'a remercié, mais enfin, vis ta vie. Et c'était comme ça. Ça a été comme ça les premiers temps. Je l'ai vu comme ça. Et fur et à mesure, je n'ai pas pu m'empêcher une première fois de faire une comparaison. Et puis ça a été l'engrenage. Et à ce moment-là, je me suis dit... je prends une double peine, quoi. J'ai déjà eu une grosse perte, une grosse sanction, une grosse punition de père de mon mari, et j'ai tant de difficultés. Ma peine n'est pas terminée, quoi. Je prends une double peine, quoi. Mais il va falloir, je pense, avant tout, vous libérer de votre culpabilité. Il faut qu'elle se libère des chaînes du passé. Patricia, je crois que souvent dans ces questions-là, au-delà de la douleur, du deuil, il y a aussi une culpabilité par rapport à celui qui survit, au fond, et qui ne s'autorise plus parfois le droit d'être, comme vous dites, heureux. Pas seulement le droit d'aimer, mais d'être heureux. Et ça, je crois que ça vaut quand même vraiment le coup d'aller en parler, sérieusement. Oui. Sérieusement, d'abord. J'ai essayé à 3 reprises depuis, on va dire, une dizaine d'années. On me répète à chaque fois la même chose. Bon, il faut faire son deuil. Non, mais c'est pas qu'on vous répète. Je ne veux pas. Je suis peut-être têtue. Je ne veux pas faire je ne pourrai jamais faire le deuil parce que c'est un moment de ma vie. Non, mais parce que je crois que c'est pas. Non, mais attendez. Bon, on va pas refaire le débat parce qu'on pourrait passer toute la nuit dessus. Donc il va falloir que l'on conclue. D'abord, faire le deuil, c'est peut-être il y a quelque chose dans une. D'abord, c'est pas au thérapeute de dire. Il est pas là pour vous dire bon, madame, faites votre deuil. Il est là pour vous entendre. Donc c'est vous qui l'entendez comme ça. Il travaille sur votre ressenti, sur vos émotions. Et puis il y a peut-être quelque chose qui dans ce mot travail de deuil, quelque chose qui est mal reçu, mal compris, comme si c'était
de l'ordre de l'oubli de l'être aimé, et que faire le deuil, c'est on tournait la page, et que l'être aimé, on l'oubliait, il avait disparu de notre vie, de notre mémoire, et on faisait comme si il n'avait pas existé, et que tout ce qu'on avait vécu avec lui n'avait pas existé. C'est pas ça le travail de deuil. C'est faire en sorte que on puisse vivre en n'étant pas aspiré par le passé, et pas abîmé, et pouvoir toute cette énergie qui est au fond absorbée par ce deuil qui n'est pas fait, qui reste en suspens, pouvoir la mettre à son service pour être de nouveau dans la vie, dans sa vie affective, amicale, professionnelle, dans cette énergie de vie. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors effectivement, il y a quelque chose qui reste bloqué. Bon, maintenant, c'est vrai, vous pouvez rester dans quelque chose de je ne veux pas, et décider de rester là-dessus. Mais il y a toute votre ambivalence qu'on a entendue tout au long quand même de l'échange que l'on a eu. Après, libre à vous, parce que vous pouvez aussi décider d'en rester là. Si on a toujours le choix. En tout cas, pour conclure, il y a, pour vous Geneviève, il y a quelqu'un qui dit, oh là là, Rosie, j'espère vivre un bonheur un jour comme le vôtre. Merci à l'infini. Il y a Yacinda qui dit, vous auriez sans doute 20 en philo à la question qu'est-ce que l'amour. Il y a Marie-Claude qui dit, mais quel rayon de soleil au milieu de la nuit. Quelqu'un qui dit, quel bonheur de vous entendre, madame. First Lisa qui dit, mais comme elle est vivante, cette dame. Je cause avec mes tripes. Mais ça s'entend. Il y a Louison qui dit, incroyable Geneviève. Et puis... Mes enfants sont très très heureux. J'ai une fille à Chicago qu'on va voir à Noël depuis 3 ans qui adore mon ami. Et les enfants, ça y est, bien sûr il ne sera jamais le papa, mais le papa ne sera jamais oublié. On en cause, les photos sont là, mais maman a droit à une nouvelle vie. Et la fille aux États-Unis m'a dit, maman, comme ça je peux vivre tranquille. Vous voyez, c'est parce qu'une fille est toujours une petite maman. Oui, alors il y a Portalis qui dit Geneviève est très courageuse, son témoignage est émouvant, je lui souhaite beaucoup de bonheur parce qu'on sent qu'elle a traversé beaucoup de souffrances. Ah oui, puis j'ai perdu un petit enfant, oui. Oui, vous l'avez dit avec beaucoup de pudeur. Il y a la fée dragée. Les peines passent, elles ne s'oublient pas, mais elles passent. Et le ciel est là, la nature est tellement belle, et tellement beaucoup plus belle à deux. Tout est plus beau à deux. Bien sûr, tout est suspendu au risque de la mort, de la maladie. Mais alors, on se ferme à tout. Il n'y a plus de place au bonheur. Oui, je préfère vivre mon bonheur à 100% sans penser à l'avenir. Et puis il y a Xénon qui dit peut-être en laissant de la place à autre chose, à un autre homme, un nouvel amour, vous ne remplacez pas votre mari, la place qu'il a occupée dans votre cœur, dans votre vie. Vous laissez une nouvelle place à quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui serait peut-être radicalement différent. Et puis il y a Jean qui disait des hommes peuvent-ils être à la hauteur face à un homme, peuvent-ils rivaliser avec un mort si son image reste immuable? Ne faut-il pas accepter peu à peu de se laisser aimer? Oui, c'est toute la difficulté. Il a raison, le monsieur. Parce que mon ami m'a dit plusieurs fois, oui. Mon ami m'a dit plusieurs fois, comment tu veux que je sois à la hauteur de ton mari? C'est et là, impossible. Ça met une gifle. On a honte. C'est impossible. Honte, puisque l'autre n'est plus qu'en cendres. Et là, on a honte de comparer. Excusez-moi, mon côté naturel. Non, mais vous avez raison. C'est impossible. Oui. Et il a bien fait peut-être de vous mettre face à cette réalité. Oui, parce que moi, j'en ai jamais parlé. Je leur en ai jamais parlé, ni à l'un ni à l'autre. Oui, Hein. mais c'est très symptomatique de ne pas en parler. Il vaut Ne mieux. pas en parler, c'est au fond d'être dans une forme d'un certain déni de la réalité. Oui. Ça crèverait l'abcès. Il faut verbaliser. Moi, je vous dans la vie. conseillerais d'aller vraiment en parler. Oui. Oui. Il faut verbaliser. Vous. Merci beaucoup, Geneviève, Merci, de cette Geneviève. Je vous bouffée souhaite de beaucoup, vie, beaucoup d'oxygène, de et bonheur. soyez heureuse. Et j'ai envie de vous dire, à vous aussi, Patricia, autorisez-vous à être un peu dans la... Oui, je vais m'autoriser le mot, un peu dans la légèreté, dans la vie, que ce soit avec un homme ou pas. Oui.
mais un peu dans votre vie de femme, parce qu'après tout, que ce soit avec un compagnon ou pas, mais retrouver un peu dans votre féminité que vous avez considérablement délaissée ces derniers temps. Ah bah tout à fait, oui. Voilà, retrouver ce plaisir-là, d'une façon ou d'une autre. Je vous embrasse toutes les deux. Moi aussi. Au revoir. Et puis, merci à Geneviève surtout. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Vous souffrez d'insomnie? Vous avez du mal à vous endormir? Vous nous intéressez. Situé en Alsace, Forenap Pharma recherche des personnes de 18 à 65 ans présentant des troubles du sommeil pour participer à une étude clinique. Vous serez entièrement pris en charge dans notre centre agréé et percevrez une indemnisation de 2 400 € plus frais de déplacement. Info 03 89 78 73 73 et sur forenap.com. Forenap Pharma, depuis plus de 20 ans au service de la recherche biomédicale. Elle a bien fait de nous appeler Geneviève, parce que je reçois un petit courriel de Marie-Laure qui me dit: tout d'abord, étant nouvelle auditrice, je me présente, je vous écoute d'Espagne, donc je m'appelle Marie-Laure et je voulais dire que Geneviève est extraordinaire. Merci de ce témoignage, c'est une belle leçon de vie qui me donne beaucoup de courage. First Lisa, elle nous envoie un petit message au 7 21 21 pour nous dire: oh, Geneviève m'a fait du bien, promis, demain je vais m'ouvrir pour rencontrer quelqu'un. Et puis notre message d'Isabelle qui dit: j'écoute le témoignage de Patricia. Je me disais que finalement son mari avait été le seul homme qu'elle avait connu puisqu'elle a rencontré à 16 ans. Elle ne trouvera certainement pas celui qui lui convient tout de suite. Il faut qu'elle soit patiente et confiante, qu'elle en rencontre beaucoup avant de trouver le bon, je pense. Alors, depuis, elle a rencontré 2 autres hommes, mais qu'elle comparait toujours à ce premier homme. Et vous avez raison, Isabelle, ça a été le premier homme de sa vie. Et cela, ça compte aussi, c'est vrai. Et puis, Eridan dit: Geneviève a la passion de la vie. Je reviens sur ce que j'ai dit. Quelle fusion elle a avec l'instant présent. Oui, elle est vraiment dans la vie, là, vraiment dans le... Et c'est rare, hein, parce qu'on est soit tourné dans le passé, un passé qui nous fait souffrir, que l'on ressasse, soit projeté vers l'avenir, un avenir souvent qui nous angoisse, et finalement, très rarement dans le présent à savourer peut-être même des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui peuvent nous faire du bien dans ce présent. Alors, ça peut paraître un peu comme ça, quand Geneviève nous disait un rayon de soleil, comme ça, le sourire d'un passant, un petit café en terrasse, un regard complice, des petites choses auxquelles on ne fait pas forcément attention et qui, lorsqu'on est amoureux, tous ces instantanés comme ça du quotidien, on les ressent très puissamment. Et c'est pour ça qu'on aime tant être amoureux, parce que là, on se sent terriblement vivant, on a tous nos sens aiguisés. Donc on veut retrouver tout ça et on aspire à cette passion. Il y a vraiment, on a toutes nos pores ouverts ouvertes à tous, à la vie, quoi, pleinement. Il y a Sergio qui dit: et pourquoi l'ami First Lisa ne s'ouvrirait pas au gentil et tendre Sergio Chiche? Pourquoi pas? Ah, c'est à elle de voir, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Attendez. Ah oui, alors Eridan disait à propos de fusion, quel est le titre de cette chanson où Zazie et Axel Bauer chantent en duo et se cèdent la parole comme un cri et son écho? Ah, j'adore cette chanson. On a vérifié pendant la musique, merci à Michael qui a été cherché, et ça s'appelle À ma place. Voilà, Eridan. On accueille tout de suite, c'est Tania? Oui, c'est ça. Bonsoir, ouais, voilà. Tania. Bonsoir. Voilà, je vais essayer de faire court parce que c'est un peu long. Voilà, j'ai rencontré donc un homme lors de démarches administratives, donc en recherche d'emploi. Oui. Donc, il sortait d'une vie de couple de 20 ans, où ça a toujours été un homme où il a toujours un peu fait ce qu'il voulait à l'intérieur, donc infidélité, trahison,
puisqu'il a connu sa femme à l'âge de 18 ans, qu'il a un peu laissé faire un peu tout. Je veux dire, ça a toujours été un homme un peu livré à lui-même et à qui on n'a jamais vraiment mis d'interdit. Donc ça faisait 4 ans qu'il était séparé, donc il est tombé sur moi. 1 mois après notre rencontre, effectivement, ça a été très très vite. Je ne sais pas pourquoi, je me suis très vite emportée. Il a voulu tout de suite me dire qu'il voulait donc faire un long chemin, qu'il voulait qu'on fasse un long chemin ensemble, qu'il recherchait vraiment quelqu'un pour faire sa vie et tout. Je ne sais pas pourquoi je suis tombée dans le panneau, puisque ça faisait un moment que j'avais un vide affectif énorme. Et c'est vrai que pour moi, l'amour, c'est un moteur dans la vie. Et c'est vrai qu'il est tombé en plein dedans. J'étais en recherche d'emploi, le vide affectif, c'est que... Donc je me suis tout de suite laissée emporter. Au bout d'1 mois, je suis tombée enceinte. Donc il est des îles. Donc à un moment donné, il a eu un souci de famille, il est parti. Dès qu'il a su mon état, il est revenu pour me dire qu'il a accepté de faire un bout de chemin avec moi, qu'il accueillait cet enfant, qu'il voulait donc connaître la famille, s'est présenté à la famille et tout, pour qu'au bout de 3 mois et demi, même pas... au bout de 3 mois et demi, je m'en souviens même plus tellement ça a été violent. Il y a eu une première cassure, j'étais à 6 mois de grossesse. Une première cassure au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Et une autre cassure au bout de 6 mois. Il m'a carrément laissée. 6 mois, j'étais enceinte. Il est reparti dans les îles. Parce qu'entre-temps, il entretenait une relation donc avec la nièce de son ex-épouse. Donc sa femme a élevé la fille de sa sœur comme si c'était son propre enfant. Et dès qu'elle a eu l'âge d'avoir des relations, donc il a toujours entretenu des relations avec elle, malgré qu'elle s'est mariée, qu'elle a fait sa vie. Et toutes les relations qu'il a pu avoir ont toujours été complètement court-circuitées par cette personne. Donc moi je suis arrivée par cette nièce, vous voulez dire? Par cette nièce, voilà. Mais qui est une jeune fille alors? Elle a 33 ans, il a 47 ans. Donc après son mariage, elle a effectivement un peu saccagé la vie de couple qu'il avait déjà, mais qu'il avait déjà bien saccagé. Et après, par la suite, il a eu des aventures avec d'autres femmes auxquelles elle a toujours intercepté, il a toujours été sous son emprise et elle a toujours, a toujours accepté. Donc moi, je suis arrivée en plein dans cette histoire, sans savoir où je mettais les pieds. Donc effectivement, elle a toujours été présente dans notre relation. Donc il m'a laissée au bout de 6 mois de grossesse pour repartir dans les îles, pour reprendre une vie commune avec elle, à savoir que c'est un grand mythomane, c'est un menteur, donc il transforme tout, je m'en suis rendu compte, et en plus il s'ouvre, je ne sais pas si c'est vraiment de la bipolarité, mais il a des troubles de l'humeur. C'est quelqu'un qui va vous promettre la lune, le mariage, tout, et du jour au lendemain, ça peut être 1 mois, 2 mois après, c'est la dégringolade totale, c'est la cassure. À l'heure actuelle, donc il est parti. Après tout le carcan familial qui était là-bas autour d'eux ont été catastrophés, le fait qu'il m'ait laissée enceinte et tout, puisqu'il m'a fait connaître à travers la webcam, le net, toute la belle famille me connaissait. Et quand ils ont su mon état, ils ont été outrés. Donc par culpabilité, remords, il est venu assister à mon accouchement. J'ai reçu un choc psychologique assez fort, donc j'ai eu tout le service maternité qui était quand même autour de moi, un service psychologique, parce que j'ai quand même pris un choc en pleine figure. Vous étiez mal, vous n'étiez pas bien. Ah, j'étais pas bien du tout. C'est difficile ce qui vous a fait vivre. Hein, ah oui, il m'en a fait voir. Tous ces allers-retours, ces abandons, d'être quitté comme ça pendant votre grossesse, voilà, tout à fait. Douloureux, c'était quelqu'un qui était sans logement, sans travail, sans rien, donc il était hébergé chez l'habitant droite-gauche et chez une cousine. Vous aviez de la famille, vous pouviez être un peu entouré Oui, j'avais mes parents, ma sœur, oui, j'ai une grosse famille autour de moi, mais c'est vrai que dans ces moments-là, ils essayent par les mots de me dire ce qu'ils peuvent me dire, mais c'est vrai que je me déchargeais pas trop sur eux, quand même. Mais c'est vrai que grâce à ma famille, j'ai eu une sœur qui était enceinte en même temps que moi. Donc c'est elle qui a préparé le trousseau, ma mère qui a aménagé l'appartement. C'est vrai que j'ai été énormément soutenue. Oui, c'est mieux. Voilà, j'aurais pas été là, j'aurais pas pu assumer jusqu'au bout. De là, il a continué même de correspondre avec moi de là-bas en me disant adieu, qu'il voulait mourir. Ah oui, quand il part dans un état dépressif, c'est la mort, c'est... que de toute façon peut-être qu'il le verrait cet enfant, mais s'il n'est pas mort et tout, donc il a continué jusqu'à son retour. Donc à la maternité, j'ai vu des psychologues et tout qui me déconseillaient de le réaccueillir dans la maison. Oui. Que à la rigueur, il aurait dû
être hébergée ailleurs. Mais moi, comme j'étais en phase terminale d'accouchement, c'était ma hantise de me retrouver seule, de perdre les os, d'être toute seule. Je voulais vraiment qu'il soit présent. Donc je l'ai accueilli à nouveau dans la maison. Il a continué à entretenir cette relation avec cette jeune fille. En accouchant, en étant à la maternité, je découvre des textos, des emails où il lui dit « Tu es la femme de ma vie, je t'aime » et tout. J'étais en maternité en train d'accoucher, j'ai eu une césarienne, donc je découvre tous les textos, tout ça. Donc il cherchait un appartement derrière mon dos pour s'installer avec elle. Donc il a fini, une fois que je suis sortie de la maternité, ça a été atroce parce que j'allaitais, donc j'étais pas bien, la totale quoi. Donc il y a eu le clash, il est parti, habiter chez des amis. Et de là, j'ai toujours accepté ses va-et-vient. J'ai jamais pu faire une cassure avec lui. Pourquoi ? À cause de l'enfant. Seulement ? Pour être honnête, pour être sincère. Pour être sincère, oui, Parce que l'enfant, il est tout petit. C'est pas, il ne réclame pas la présence de son père. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'arrivais pas à faire le deuil. J'arrivais pas à faire plus par rapport à vous, je pense. Oui, voilà, j'arrivais pas du tout. Mais pourtant, il vous perturbe, cet homme, plus qu'autre chose. Voilà. Il m'a fait que du mal. Bah oui. Que du mal. Et en sachant à peine il a signé, j'ai accouché le 18 février, le 15 février il signe un CDI, donc il est actuellement salarié dans une boîte, dans une entreprise, il est bien, grâce à moi, grâce à mes relations, grâce à tout ce que j'ai fourni comme travail pour le sociabiliser. Et vous, est-ce que vous avez retrouvé Non, à l'heure actuelle j'ai basculé carrément au RSA. Ben, vous auriez mieux fait de faire marcher vos relations pour vous, hein. C'est-à-dire que je suis tombée enceinte en 2009. Oui, d'accord, il y avait votre grossesse entre-temps, mais enfin, voilà. Écoutez, après tout... Voilà. À l'heure actuelle, c'est que j'ai pas de mode de garde, donc je suis en train de me dépatouiller comme je peux pour déjà faire garder l'enfant, me réinsérer. Oui, pensez plus à vous et à votre bébé. D'ailleurs, vous me parlez de l'enfant, mais cet enfant, c'est un petit garçon, une petite fille, c'est un peu abstrait là. C'est un petit garçon, oui. Oui, c'est un petit garçon. Comment ça se passe avec ce petit garçon ? Comment ça se passe avec lui ? Avec ce petit garçon, ça se passe bien, mais... Il a quel âge maintenant ? Il a 8 mois. C'est vrai que je suis un petit peu à bout. Très fatiguée. J'ai un suivi. Bon, j'ai pas mal d'organismes qui essayent de m'aider. J'ai un suivi psychologique avec une conseillère conjugale. J'ai une assistante sociale qui essaye par tous les moyens de me trouver un mode de garde parce que je suis arrivée à saturation. Saturation par rapport à ce bébé ? Oui, par rapport à l'enfant. Et je reste dans le cercle vicieux, c'est-à-dire d'être toujours après le père. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je sais pas, justement. Je m'auto-détruis. Il y a pas longtemps, il est revenu en me disant qu'il regrettait son geste, parce qu'il a fait venir cette fille des Antilles, qui cohabite avec lui dans le logement, donc il l'a fait venir sans avoir de logement. Et je pense qu'il se sent mal, mais sans se sentir vraiment mal. Il a des remords. Il tourne encore autour de moi en me disant qu'il regrettait et tout, qu'il voudrait réparer. C'est comme s'il voulait revenir. Maintenant, je me pose la question à l'heure d'aujourd'hui, comment lui faire comprendre que c'est fini, que je ne peux plus, c'est fini. Et c'est vrai que j'ai du mal à le faire vis-à-vis de l'enfant. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans un sens, je me dis, il peut rien apporter de bon, je pense. Non. Et puis, il vous met dans un état de mal-être terrible, Tania, cet homme. Oui, tout à fait. Et tant que vous serez dans cet état, ça a des répercussions sur votre relation avec ce petit garçon. Oui, tout à fait. Il vous met à bout de nerfs, vous êtes épuisé, physiquement, moralement. Oui. Et finalement, déjà, avoir un bébé, c'est compliqué dans les premiers temps, c'est un peu fatigant. Et au fond, vous êtes complètement, vous le dites, centré sur cet homme. Oui, voilà. Et au fond, ce bébé, vous passez un peu à côté, là. Vous êtes fatigué et vous courez après un homme qui lui, est très perturbé, visiblement, d'après ce que vous me dites. Oui. Très perturbé, assez manipulateur, certainement assez mythomane, qui vous raconte plein d'histoires, qui n'hésite pas à avoir des relations avec la nièce de sa femme. Enfin, vous voyez, il n'est pas encombré par un grand sens moral. Bon, très destructeur, en tout cas pour vous-même. Oui. Donc, il vous fait du mal. Et effectivement, ça n'apporte rien. C'est votre petit garçon là, il n'a pas besoin. De toute façon, il réclame pas son père là. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit. Et en tout cas, ce dont il aurait besoin, c'est d'avoir une maman
un peu plus apaisé, un peu moins fatigué et qui retrouvera un certain équilibre. Moi, ce que je me dis à l'heure actuelle, est-ce que je dois arrêter d'être derrière ? Parce que c'est vrai que j'aurais voulu... Et ça, il faut vraiment vous faire aider par tous les moyens, Tania. Voilà. Parce que là, vous vous épuisez dans une course folle, à courir après un homme qui, lui, court dans tous les sens, après plusieurs femmes qui, c'est sa problématique. Vous ne le changerez pas. Oui. Quand vous l'avez rencontré, il était déjà dans cette démarche-là. Donc, vous ne changerez pas cet homme. En revanche, ce que vous pouvez changer, c'est vous. Et ce que vous pouvez commencer à créer, c'est du lien avec votre bébé. Parce que votre bébé, c'est l'avenir, là. Là, il y a un petit être humain qui, lui, n'a rien demandé dans cette histoire et qui a besoin de se construire. Alors, faites-vous aider sur le plan psychologique. Vous êtes aidé sur le plan social et puis peut-être avec la PMI pour travailler aussi un peu avec le lien, avec peut-être des auxiliaires qui peuvent se relayer, trouver peut-être, vous aider à trouver une place en crèche pour que vous soyez pas trop débordé par le bébé, le temps que vous puissiez un peu vous reposer et le temps que vous alliez mieux, quoi. Que vous preniez pas trop en grippe ce bébé qui n'est pour rien dans cette histoire. Bon courage, Tania. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.